du XVIIIe siècle. C'était une province de l'Empire ottoman, un empire qui fondait son existence sur une identité musulmane sunnite et qui ne reconnaissait pas les identités ethniques. On était turc, le mot n'existait pas vraiment dans le sens d'aujourd'hui, mais on était ottoman, kurde, arabe ou autre. On était surtout défini par sa religion. Et les Ottomans ont toujours eu beaucoup de problèmes pour avoir une gestion efficace des provinces arabes, et ça a été notamment le cas de l'Égypte, ce qui avait abouti à la prise du pouvoir par des mamelouks. Mamelouk en arabe signifie esclave, et il s'agissait d'anciens esclaves qui avaient pris le pouvoir pour le compte du sultan calife ottoman et qui gérait donc l'Égypte, la vallée du Nil, au nom du sultan, mais en fait de façon autonome. Or, ces Mamelouks avaient encore plus que les Ottomans mauvaise réputation. Ils avaient la réputation d'être des dirigeants corrompus et surtout désintéressés totalement dans le développement du moindre service public. Donc, au moment de l'expédition d'Égypte, Bonaparte va s'emparer des descriptions calamiteuses de l'Égypte des Mamelouks faites par un certain nombre d'orientalistes pour se présenter au peuple égyptien comme le génie de la liberté. L'expression n'est pas de moi, elle est de Bonaparte, qui, comme vous le savez, était tout sauf modeste. Mais donc, il se présente en 1798 en Égypte comme étant le grand libérateur, le fils de la Révolution française, qui venait, ni plus ni moins, apporter les lumières au peuple égyptien et surtout libérer le peuple égyptien du pouvoir des étrangers. Alors là aussi, on est un peu étonné. Les étrangers, en l'occurrence, c'était les Mamelouks, qui étaient souvent d'origine circassienne ou albanaise. Ça sera le cas pour Mehmet Ali sur une population égyptienne qui ne se définissait pas encore comme arabe à l'époque, mais qui avait plutôt une identité locale égyptienne différente des identités arabes. Et donc, Bonaparte va utiliser la mauvaise réputation des Mamelouks pour préconiser l'exportation au-delà de la Méditerranée des idéaux révolutionnaires français et donc se présenter comme libérateur. D'ailleurs, il va le faire de façon très naïve, si l'on peut dire, puisqu'il va appeler à la fondation d'une république française d'Égypte. Et sur les papiers en tête de l'époque qu'on peut retrouver dans les archives françaises à Nantes, on voit liberté, égalité, fraternité, colonie. Et puis ensuite, on enlève liberté et il ne reste plus que liberté, égalité, colonie. Voilà, mais dans sa tête à l'époque, puisque la colonisation moderne n'était pas encore entamée, il s'agissait bien d'exporter des idéaux universalistes, d'émancipation des peuples. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va croire lui-même au point de s'attribuer une dimension messianique. Par exemple, je peux vous citer un épisode qui nous laisse pantois. Donc, Bonaparte part de Toulon en 1798 avec une flopée de savants parce qu'il voulait bien montrer que son expédition était civilisationnelle et pas seulement militaire. Il allait apporter la civilisation aux Égyptiens. Donc on est bien d'accord, il fallait des géographes, des botanistes, des archéologues, mais aussi quand même quelques militaires. Donc il arrive à Malte
Malte, comme vous le savez, parle une langue, on parle une langue qui est un dialecte arabe proche du tunisien, écrit en caractère latin. Et arrivé à Malte, sur la route d'Alexandrie, il se rend compte qu'il n'a pas fait de proclamation avant de débarquer en Égypte au peuple égyptien. Donc il n'avait pas sur son bateau d'arabisant. Donc il demande à des Maltais de faire une proclamation au peuple d'Égypte que les Maltais qui ne connaissaient pas l'arabe classique font en dialecte maltais. Et donc, paraît-il que c'était un tel charabia, et le contenu dont je vais vous dire deux mots était tellement surréaliste que quand les Égyptiens, qui ont beaucoup d'humour, ont lu cela, il paraît qu'ils n'arrêtaient pas de rire au point de s'étouffer, tellement ça leur paraissait grotesque. Que disait-il dans cette proclamation au peuple égyptien? Il leur disait la chose suivante: peuple égyptien, des étrangers malfaisants vous ont dit que nous venions pour combattre votre religion. N'en croyez pas un mot, ce sont eux les ennemis de l'islam. Si vous êtes de bons musulmans et que vous savez lire le Coran, vous devez savoir que ma venue du fin fond de l'Europe est annoncée dans telle sourate, et que donc nous sommes venus en libérateur. Voilà, donc les Égyptiens étaient prévenus que si vous êtes de bons musulmans, ils devaient bien accueillir Bonaparte. Et Bonaparte arrive en Égypte, et là il entreprend une manœuvre de séduction envers les musulmans, notamment envers les oulémas, les clercs d'Al-Azhar, qui est la principale institution d'enseignement de la religion musulmane en Égypte et qui forme l'essentiel du personnel religieux égyptien. Et il va être effectivement le premier à rationaliser cet enseignement avec des degrés d'enseignement première, seconde, troisième année. Et il va instituer ce qu'on appelle un divan, diwan en arabe, qui signifie un conseil des oulémas, qui va être la première institution moderne de cette d'Al-Azhar. Mais en même temps qu'il modernise certaines institutions, qu'il proclame son intention d'apporter les sciences au peuple égyptien, il commence à s'apercevoir que l'expédition d'Égypte coûte très cher. Et son armée était une armée très dispendieuse. Il y avait des épidémies de peste, de choléra, et très vite, Bonaparte se rend compte que le directoire en France l'avait envoyé en Égypte en fait pour se débarrasser de lui, et qu'il allait falloir faire ce que les Mamelouks Oni faisaient sur le peuple égyptien, c'est-à-dire prélever des impôts, prélever des taxes. Et Bonaparte était arrivé en Égypte en disant vous allez voir les Mamelouks qui vous étranglent de taxes avec la République française d'Égypte, vous allez voir la différence. Et la différence, effectivement, les Égyptiens l'ont vu, puisque très vite les taxes ont doublé, triplé, quadruplé, quintuplé les taxes de l'époque des Mamelouks, et qu'on va en arriver à un degré d'imposition tel que les Égyptiens vont demander grâce et vont signifier aux dirigeants militaires français qu'ils ne peuvent plus payer. La réponse de Bonaparte va être pire que celle des Mamelouks, puisqu'il va assimiler l'incapacité des Égyptiens à payer des impôts à une insurrection armée, et qu'il va les traiter très durement à coups d'exécutions publiques qui vont aboutir à de véritables massacres qui sont enseignés aujourd'hui en Égypte
comme étant la réalité de l'expédition française de Bonaparte en Égypte, ce qui explique, naïf comme nous l'étions, de vouloir commémorer le bicentenaire de la Révolution française en Égypte. Quand on a vu la réaction des Égyptiens, on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait une dimension qui nous manquait. Et cette dimension, je vais vous l'illustrer à travers 2 épisodes. Il y a eu notamment un épisode en 1798 d'un village du delta du Nil où Bonaparte a dit à ses généraux: il faut faire un exemple. Les Égyptiens jouent la mauvaise carte, ils ne veulent plus payer d'impôts. Il faut rassembler tous les notables et tous les hommes du village et les décapiter sur la place publique. Il y a eu 900 victimes décapitées, dont on a mis les têtes dans des sacs portés par des ânes qui se sont rassemblés sur la place du Caire à l'Esbekaya, qui est une très belle place de style Napoléon III avec un immense opéra, et qui pour nous remplit de joie, puisque ça nous rappelle l'influence culturelle française au XIXe siècle. Mais pour les Égyptiens, ça rappelle une scène d'horreur, puisque Bonaparte avait demandé que tout l'establishment religieux et militaire égyptien soit présent, et que devant donc un parterre de notables du Caire, on a déversé les 900 têtes de victimes sur la place de l'Esbekaya. Voilà un des souvenirs qu'ont les Égyptiens de l'expédition française d'Égypte. À la suite de l'éviction des Mamelouks d'Égypte, il y a eu une alliance tardive entre ces mêmes Mamelouks et le sultan ottoman Sélim III, qui s'est lui-même allié à la Russie et à la Grande-Bretagne contre Bonaparte. Et Bonaparte s'est tout de suite rendu compte qu'il n'arriverait pas à maintenir une présence française en Égypte si il laissait ces 3 grandes forces militaires le cerner en Égypte. Et à partir de là va naître l'idée d'une campagne de Syrie, puisque les Mamelouks et les Ottomans préparaient une offensive sur l'Égypte tenue par les Français à partir de la Palestine. Donc Bonaparte va se lancer dans une campagne de Syrie en 1798, et il va, ville après ville, reprendre une à une les places fortes ottomanes, avant d'arriver devant une ville que l'histoire locale palestinienne, en l'occurrence, n'a pas oubliée, la ville de Jaffa. La ville de Jaffa est assiégée le 8 mars 1799. Elle se rend avec ses habitants après 3 mois de siège, et contrairement aux promesses de Bonaparte, les habitants sont passés au fil de l'épée, et on compte 10 000 personnes exécutées, et dans tous les livres d'histoire palestiniens, cet épisode est raconté. Enfin, en ce qui concerne le Caire, il est dans l'historiographie égyptienne un épisode que personne n'a oublié, c'est la révolte du Caire, le 20 octobre 1798, contre la mainmise française sur les finances du pays. Révolte du Caire qui aboutit à une répression féroce, puisqu'en quelques jours, c'est la répression des militaires français contre la population égyptienne fait 12 000 morts. Et tout ceci est évidemment mis en avant dans l'histoire locale, et notamment par un grand historien égyptien du nom de Gabarty, G-A-B-A-R-T-I. Ses livres ont été traduits en anglais, beaucoup moins en français, mais voilà, il met en avant une contre-histoire
de l'expédition française d'Égypte, qui, si vous allez au Caire, ne met à l'honneur que les points positifs à travers les émules de Champollion, l'égyptologie, l'Institut français du Caire et ce que la France a pu apporter en matière de sciences, tout en niant le caractère extrêmement brutal et colonial qui a durablement dévalorisé les idéaux pour lesquels Bonaparte prétendait être venu en Égypte. Alors à la suite de Bonaparte, un autre épisode mérite d'être noté, c'est l'action d'une secte post-révolutionnaire française que peut-être vous connaissez, qui s'appelait les Saint-Simoniens. Il s'agissait d'une secte déiste, comme beaucoup de sectes de l'époque, et qui était à l'origine du socialisme, des idéaux socialistes, et qui prônait surtout un développement économique et industriel basé sur des communications facilitées. Donc ils étaient partisans. Bon, par exemple, on sait que Ferdinand de Lesseps, qui a tracé le canal de Suez, était un ancien Saint-Simonien, et les Saint-Simoniens étaient, si on peut dire, obsédés par les routes, les voies maritimes, les ports. Il fallait relier le nord de la Méditerranée au sud, toujours pour la même raison, apporter la civilisation au sud musulman sous-développé, donc grâce aux idéaux issus de la Révolution française. Les Saint-Simoniens vont appliquer leur utopie révolutionnaire ou post-révolutionnaire, notamment dans 2 pays musulmans, en Égypte et en Algérie. En Égypte, ils vont être les conseillers du sultan Mohamed Ali, qui, après le départ des Français, va arracher l'Égypte à l'influence ottomane et va créer un État-nation, d'ailleurs sur le modèle français, mais surtout aussi, ils vont être les conseillers de Napoléon III, et notamment de la politique coloniale de Napoléon III, notamment en Algérie. Ce sont eux qui vont créer l'idée. Bon, comme vous le savez, le nord de l'Algérie était depuis 1834 assimilé à la France et divisé comme tel en 3 départements. Or, les Saint-Simoniens, qui étaient à la fois très attirés par l'islam, Ismaël Urbain, par exemple, se glorifiait d'être l'un des premiers Français convertis à l'islam, n'en était pas moins très hostile à une trop grande influence de la religion. Et Ismaël Urbain va conseiller Napoléon III et il va lui dire Excellence, les 3 départements algériens sont à majorité musulmane et avec des minorités juives et chrétiennes. Le problème, c'est qu'ils sont tous trop attachés à leur religion. On ne peut pas en faire des citoyens français à un moment où nous dégageons de l'influence religieuse en métropole. Donc, les Saint-Simoniens, Ismaël Urbain, ont inspiré le discours colonial de Napoléon III, et notamment l'idée selon laquelle on pouvait être français, donc de nationalité française, mais sans être citoyen. Et donc, la condition pour devenir citoyen français, il fallait abandonner son statut personnel. Le statut personnel, comme vous le savez, c'est ce qui régit les grands événements de la vie, la naissance, le mariage, le divorce, la mort, l'héritage, etc., qui étaient en Algérie gérés selon les 3 grandes religions monothéistes. Et donc, les Saint-Simoniens vont
inspiré une initiative de Napoléon III de 1865, restée célèbre sous le nom de Senatus Consulta, c'est-à-dire une décision du Sénat. Et selon ce Senatus Consulta, en Algérie, il n'y avait pas de citoyens à part les militaires français. Les musulmans, les juifs et les chrétiens étaient de nationalité française, mais pas de citoyenneté française. Pour être de citoyenneté française, il fallait renoncer publiquement à son statut personnel, et là, on pouvait acquérir la citoyenneté française. Donc le résultat va être que personne ne va abandonner son statut personnel, parce que ça aurait signifié une sorte de trahison par rapport à sa religion et une forme d'apostasie. Et cela était vrai aussi bien pour les musulmans que pour les juifs. D'ailleurs, pour les chrétiens, une majorité d'entre eux avaient déjà la nationalité française ou bien étaient espagnols, maltais ou autres. Donc, en fait, ce Senatus Consulta va être un échec, et cela va montrer, puisque on compte sur les doigts de la main les musulmans qui vont abandonner le statut personnel inspiré de la charia, et les juifs vont être à peine plus nombreux. Une majorité de des communautés juives d'Algérie vivant loin d'Oran et qui étaient très européanisés, mais dans un monde dominé par la religion, où les rabbins étaient évidemment très hostiles à tout abandon de la loi mosaïque. Donc cela signifiait l'échec d'une utopie révolutionnaire où la question de la place de la religion était centrale, puisqu'on refusait la citoyenneté aux uns et aux autres du fait de leur trop grand attachement à la religion, toujours avec la même idée. Un trop grand attachement à la religion est un signe d'arriération et empêche la modernisation de la société. Donc nous en arrivons à 1870, le désastre de Sedan, l'occupation prussienne et la fin du Second Empire. La Troisième République est instaurée, et cette Troisième République, qui met en avant des élites républicaines et laïques, de gauche très souvent, va être en fait la République coloniale, puisque c'est cette République qui va définir la politique coloniale de la France en Algérie, qui va coloniser la Tunisie, qui va coloniser le Maroc, et qui va plus tard coloniser le Liban et la Syrie. Et 1870, par quoi commence la Troisième République? Je vous le donne en mille, par un décret qui accorde la citoyenneté française de façon communautaire aux Juifs d'Algérie. C'est-à-dire que les Juifs d'Algérie se voient octroyer la citoyenneté française, et de façon autoritaire, on les dégage de toute référence au statut personnel mosaïque. Et on dit, alors contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, une majorité de Juifs étaient farouchement opposés à cela. Alors les Français ont dit aux Juifs, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne veulent pas abandonner leur statut personnel religieux, eh bien vous allez en Tunisie ou bien au Maroc. Et effectivement, en Tunisie ou au Maroc, on trouve beaucoup de Juifs d'origine algérienne qui ont fui ce décret Craigneux, donc 1870. Craigneux était un notable de Carpentras, de Nîmes. Ensuite, il s'était installé à Nîmes, républicain, laïque, qui, comme beaucoup d'élites républicaines laïques d'origine juive, s'était assigné une mission, c'était celle de civiliser, entre guillemets, les communautés juives du bassin méditerranéen. Donc les civiliser, ça voulait dire les laïciser.
et ça voulait dire leur apporter la civilisation française. Et de la même façon que les saints simoniens avaient dit, si on laisse les Juifs d'Algérie libres d'accepter ou non le code civil et d'abandonner leur statut personnel religieux, ils ne le feront jamais. Crémieux à la Chambre dit, c'est de façon autoritaire que nous devons leur octroyer le décret Crémieux. Et à partir de là, il va y avoir une confessionnalisation de l'enjeu laïque, puisque à partir des années 1890, cette même Troisième République va octroyer la nationalité française de façon collective aux catholiques d'Algérie, qui étaient, comme je l'ai dit souvent, maltais, italiens, espagnols ou autres, ou portugais, ce qui avait une conséquence, c'est-à-dire que la conséquence, c'était que les seuls qui étaient laissés en dehors de la citoyenneté française, c'était les musulmans. Tout le monde devenait, les musulmans étaient de nationalité française, mais ils étaient exclus de la citoyenneté française et notamment, ils n'avaient pas droit de vote. Alors, il y a ensuite un épisode qui est, à mon avis, le plus significatif, parce que ce que j'ai dit là, on peut se dire, voilà, c'est la réelle politique, c'était pour assurer la domination française. Mais tout ce que je viens de dire a été légitimé idéologiquement, et pas par n'importe qui, par Jules Ferry. Jules Ferry a fait à plusieurs reprises à la Chambre des députés l'éloge de la colonisation en parlant de races supérieures et de races inférieures. Donc les races supérieures, alors attention, il ne faut pas prendre les mots avec le sens d'aujourd'hui. Les races supérieures, c'était les races laïques modernisées, et les races inférieures, c'était ceux trop attachés à leur religion. Donc, les races supérieures, c'était sur une pyramide de la modernité, au sommet de laquelle, je vous donne en mille, il y avait la France républicaine et laïque, qui donnait des leçons au monde entier de modernité. Il y avait ensuite les musulmans, les juifs et les membres des religions monothéistes. Puis alors vraiment en bas, les religions africaines polythéistes. Et quand il disait supérieur et inférieur, ça n'était pas du racisme à proprement parler. Ça voulait dire que les races inférieures pouvaient se hisser au rang des races supérieures. Par quel biais? Par le biais des écoles laïques républicaines Jules Ferry. Mais pour les musulmans, il fallait, il a dit, plusieurs générations. Et pour les Africains des polythéistes, là c'était une période très très longue, à tel point ils appartenaient donc à des races inférieures. Et donc, ce sont des choses dont nous n'avons pas conscience parce que nous sommes fiers à juste titre de Jules Ferry, le père de notre école laïque, qui a généré des lois dont nous profitons aujourd'hui. Mais il faut savoir que Jules Ferry est celui qui a lancé l'expédition pour coloniser la Tunisie, qui voulait être la bonne colonie par rapport à la colonie de peuplement d'Algérie. Et il va donc diffuser l'idée que l'éducation peut permettre aux peuples colonisés de sortir de leur état d'infériorité. Mais on voit des contradictions de ce discours par une incroyable succession de lois. En 1881, Jules Ferry, en l'espace de quelques semaines, fait voter des lois. Donc une loi sur l'école laïque et obligatoire, l'école primaire laïque obligatoire entre 6 et 13 ans. Donc là, on se dit bravo. Une loi sur la liberté d'expression, on se dit bravo, et une loi sur la liberté de la presse.
Et puis après, quelques jours après, on voit une loi sur le code de l'indigénat. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le code de l'indigénat, c'était un code qui régissait les droits et les devoirs des indigènes. Qui étaient les indigènes? Eh bien, c'était ceux qui, en Algérie, n'avaient pas pu avoir la citoyenneté française. Et qui étaient ces indigènes? Les Juifs étaient citoyens français collectivement depuis 1870. Les catholiques vont le devenir pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Et ce code de l'indigénat a été décrit par Gilles Manceron, qui est un très bon historien de la colonisation française, comme étant un code intermédiaire entre l'esclavage et le droit républicain. C'est-à-dire que c'était un code qui instaurait un certain nombre de droits et de devoirs pour les indigènes, et notamment le fait que les indigènes n'avaient pas le droit de vote, qu'ils n'avaient pas le droit de faire hériter des terres à leurs descendants et qu'ils devaient avoir des autorisations pour faire hériter des biens immobiliers, et ça les soumettait à un certain nombre d'obligations, notamment des punitions collectives. Donc lorsque dans un village il y avait un membre du village d'une communauté reconnu responsable d'un crime, c'était tout le village qui était châtié. Et puis il y avait des interdictions de circuler la nuit. Dès que le soleil se couchait, et ils n'avaient plus le droit de circuler. Donc là on se dit, Clémenceau n'était quand même pas fou, il y a eu une assimilation de la colonisation et des principes de libération, d'émancipation, et encore une fois, ce mot d'ordre, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, présumé, était utilisé sans vergogne par quelqu'un qui croyait ne pas être opportuniste. Il faut lire les discours de Jules Ferry pour voir qu'il était véritablement sincère, et notamment il a fait en 1882 un voyage en Algérie dans une commission sénatoriale, et il rentre d'Algérie complètement catastrophé parce qu'il dit mais c'est épouvantable, les colons dominent les musulmans, et il dit mais ce n'est pas ça la colonisation, ils ont trahi la colonisation, et moi je vais leur montrer ce qu'est la bonne colonisation en Tunisie. La Tunisie était la bonne colonisation, et là il va y avoir un discours républicain qui est de dire la colonisation c'était une bonne chose, la mauvaise colonisation c'est la faute des colons, c'est ces horribles colons qui ont dénaturé donc la colonisation. Donc la question se pose de savoir est-ce qu'il y avait un parti anticolonial chez les républicains et laïcs. Il y avait un parti anticolonial notamment incarné par Georges Clémenceau. Georges Clémenceau qui va apostropher au Sénat et à la Chambre ensuite Jules Ferry sur la question des races supérieures et des races inférieures. Et qui dit race supérieure, race inférieure, c'est le même discours que les Prussiens tenaient envers les Français lors de la défaite de 1870. On en est revenu. Donc les races supérieures étant censées être les Prussiens, les inférieures, les Allemands. Donc il y avait de façon très minoritaire un parti anticolonial, mais on va voir par la suite que ce parti anticolonial, une fois au pouvoir, a fait pire encore que les républicains laïcs qu'il dénonçait. En même temps, j'avance toujours dans mes épisodes décrivant la politique coloniale de la France républicaine et laïque. Et là, on est au Moyen-Orient. Comme vous le savez, la France était au sommet de la lutte entre les deux Frances, entre l'Église catholique d'une part
et le clan anti-clérical. Et on va voir qu'il va y avoir une utilisation des communautés chrétiennes du Moyen-Orient, surtout du Liban et de Syrie, et plus particulièrement des Maronites, y compris par les républicains laïcs les plus anti-calotins. La loi de 1901, comme vous le savez, donc a obligé les congrégations catholiques à quitter le monopole qu'elles avaient de l'enseignement et à émigrer. Et où ont-elles émigré? Elles ont émigré dans la France, dans les provinces francophones. Beaucoup sont allés au Québec, beaucoup sont allés en Tunisie, et beaucoup également sont allés, notamment les jésuites, parmi les congrégations, sont allés au Liban et en Syrie. Et donc, on va voir une projection chrétienne au Levant. Donc, le Liban n'existait pas à l'époque en tant qu'État, c'était des provinces ottomanes. Mais on va voir ces congrégations chassées de leur bastion qui était l'enseignement en France, se réfugier en Syrie et établir des liens, des têtes de pont avec les communautés chrétiennes, dont des liens très étroits, dont vont profiter qui? Eh bien, tout simplement, les loges franc-maçonniques et les représentants de la France républicaine et laïque qui vont utiliser les réseaux catholiques qui étaient chassés de France, mais par contre très utiles au Liban et en Syrie, où les laïcs n'avaient pas de base à eux. Donc c'est cette protection française, notamment des chrétiens, la France protectrice des chrétiens du Levant, hein, ça date de François Ier, mais c'est un sentiment qui s'est accru aux yeux des musulmans au moment de la Troisième République, où l'on a vu que cette guerre entre les deux France s'effaçait face à une union sacrée au Levant, au profit des intérêts français qui étaient à l'époque donc représentés essentiellement par les congrégations. Ensuite, j'avance toujours dans ma démonstration, il y a la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. L'Algérie, c'était la France. Donc on se dit, la loi de séparation a également concerné l'Algérie. Mais là, il y avait les anticléricaux français, notamment Émile Combes, le petit père Combes, qui était un ancien séminariste devenu, comme c'est souvent le cas pour les convertis, un anticlérical féroce, qui n'avait qu'une peur, c'était de laisser une marge de liberté à l'Église, donc qui était pour le maintien du concordat, et non pas pour une séparation qui aurait pu permettre à l'Église de regagner de l'influence. Le petit père Combes, notamment, était contre le droit de vote aux femmes, parce que les femmes votent catholiques. Donc, heureusement pour lui, les femmes n'ont pas le droit de vote, et il s'en est félicité, puisque ça préservait les idéaux républicains. Donc, au moment de la loi de 1905, on se dit ça a concerné tout le monde, citoyens comme non-citoyens, tous les nationaux français. Mais les anticléricaux ont tout de suite vu que pour les juifs et les chrétiens d'Algérie, il n'y avait pas de problème. On pouvait appliquer la loi de séparation. Par contre, les musulmans, non. L'islam était encore trop prégnant dans la société musulmane. Ce n'était pas possible de leur donner une liberté qu'ils pouvaient en plus utiliser pour échapper à la colonisation française. Donc la loi de 1905 ne va pas être appliquée à l'Algérie. Ça, c'est une chose qu'on ne connaît pas souvent. Il faudra attendre 1907 pour qu'un décret applique la loi
de 1905 en Algérie, mais elle les appliquait à des communautés qui avaient des statuts très différents. C'est-à-dire que les catholiques et les juifs étaient citoyens français. Et alors on donnait aux uns et aux autres des indemnités coloniales pour financer leur culte, des indemnités dont les catholiques et les juifs n'avaient pas besoin pour être autonomes. Les seuls qui en étaient dépendants étaient les musulmans, à qui on avait confisqué tous les biens qui pouvaient leur assurer une autonomie pour le financement de leur culte. Donc on peut dire que la loi de 1905 a été appliquée aux Juifs d'Algérie et aux catholiques d'Algérie, mais qu'elle n'a pas été appliquée aux musulmans d'Algérie qui sont restés soumis aux indemnités coloniales n'ayant pas d'autres sources de revenus, puisque tout avait été confisqué par l'administration coloniale, et ce qui va obliger le mouvement réformiste algérien anticolonial, l'association des oulémas de Ben Badis, a organisé des cultes clandestins en dehors des mosquées, les mosquées étant soumises à un clergé officiel pro-français. Alors ensuite, et j'en arrive à la fin de ma démonstration, Clémenceau avait taclé Jules Ferry dans les années 1880 en essayant de se faire passer pour un parti anticolonial et pour un parti républicain hostile à la colonisation qu'il assimilait, à juste titre, à une forme de domination. Mais en 1912, il y a eu un problème, c'est que l'Allemagne était toujours le danger principal pour la France. Et les Allemands, les républicains s'en étaient aperçus, lorgnaient vers le Maroc avec les Espagnols. Il n'était pas question de leur laisser le Maroc. Donc, quand Clémenceau n'était pas au pouvoir à cette époque, mais quand la France organisait l'expédition et le protectorat qui fut proclamé dans la foulée du Maroc en 1912, il a fait une déclaration selon laquelle il était contre la colonisation, mais il faisait une exception pour le Maroc. Voilà. Et on va voir que cette exception va devenir la règle lorsqu'il sera au pouvoir en 1920. Donc des années terribles se sont passées, la Première Guerre mondiale, avec l'hécatombe que vous connaissez, le rôle de Clémenceau, le père la victoire, Clémenceau auréolé d'une immense réputation. Et en 1920, on le retrouve à Londres, donc 1920, les traités de paix qui réglaient le démembrement de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman était défait en même temps que l'Allemagne, et il fallait se partager entre alliés, surtout la France et la Grande-Bretagne, les territoires arabes surtout. Et donc on retrouve Clémenceau à Londres en 1920 dans un entretien qui a été rendu célèbre par Henri Laurence, un collègue à moi qui l'a rendu public et qui l'a publié dans un de ses livres sur le mandat français. Donc il se retrouve avec Lloyd George, qui était le ministre des Affaires étrangères britannique. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien tout simplement, en tant que vainqueurs, ils se partagent le Moyen-Orient. Et avec un cynisme, on se dit, est-ce que c'était le même Clémenceau qui taclait Jules Ferry? Alors l'entretien commence comme cela. De quoi allons-nous parler? Alors Lloyd George lui dit tout de suite, bon, la Palestine, on n'en parle même pas, la Palestine est à nous. Alors Clémenceau lui dit, d'accord, je ne dis rien sur la Palestine. Et la Transjordanie également, nos soldats y sont. Donc Clémenceau dit, non, on vous laisse la Transjordanie. Par contre, nous, Français, on a le Liban et la Syrie. Alors George lui dit, d'accord. Et Clémenceau ajoute, et Mossoul doit être attaché à la Syrie, comme vous nous l'avez promis. Et là, Lloyd George lui dit, ah, c'est embêtant.
parce que nos soldats sont déjà rentrés à Mossoul depuis 1918. Alors Clémenceau lui dit, bon, alors on vous laisse Mossoul, mais on veut 25% des intérêts du pétrole irakien. Enfin, vous voyez, donc où on en était arrivé. Et donc la France va avoir le Liban et la Syrie. Et là, on va voir les premières années de gestion du Levant, Bilad el-Sham en arabe, hein, qui ne différenciait pas le Liban de la Syrie, c'était la grande Syrie. Et que vont faire les élites républicaines et laïques dans leur gestion du Levant? Eh bien, ils vont diviser le Levant à l'infini sur une base, je vous le donne en mille, religieuse. C'est-à-dire qu'on va, en 1920, créer le Grand Liban, pour qu'il y ait au moins un pays à majorité fictive, elle est déjà à l'époque chrétienne, et pour que le pays soit viable économiquement, on va ajouter au Mont Liban ce qu'on va appeler le Grand Liban à majorité chiite, et avec une grosse communauté sunnite, des gens qui étaient plus proches de Homs, de Alep, de Damas, que de Beyrouth ou de la montagne libanaise, donc le Liban. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va arrêter, alors pour ceux qui font des collections de timbres, ce sont des timbres qui valent très cher, les États des Alaouites et les États du Djebel Druze. Donc on va utiliser des identités confessionnelles de chacun pour tenter de diviser à l'infini la Syrie contre le mouvement national arabe qui se manifestait à l'époque contre le mandat. Les Français vont tenter de se créer des réseaux de clientélisme à travers des minorités ethniques. Et on va voir des choses comme par exemple celle-ci à Beyrouth, tel consul français qui bouffait du curé en France allait à l'église tous les dimanches matins avec les congrégations jésuites, et tel curé ou jésuite qui avait été chassé de France après 1901 allait saluer le drapeau tricolore et tous les emblèmes républicains le 14 juillet. Donc on ne peut pas s'étonner que dans tous ces pays, l'image que la France a laissée soit différente. Vous allez au Liban, vous allez en Syrie. Pour les chrétiens, la France est l'ami des chrétiens, peu importe qu'il s'agisse de la France catholique ou de la France républicaine et laïque. Et pour les musulmans, eh bien, la France a utilisé le catholicisme et cela explique ce mot d'ordre des islamistes, la laïcité est l'arme des nouveaux croisés, qu'ont utilisé beaucoup d'islamistes dans les années 90-2000 en Syrie, ce qui signifiait qu'il ne fallait pas se fier au mot d'ordre, qu'en fait tout ça c'était du pareil au même et ça servait à justifier une domination coloniale. Celui qui localement à Beyrouth et à Damas a permis ce lien assez paradoxal entre congrégation catholique et franc-maçon est un dénommé Robert de Quay. Robert de D-E-K-C-A-I-X, qui appartenait plutôt au parti clérical et qui a fait en sorte que les francs-maçons utilisent les radios, les réseaux jésuites et congrégationnistes pour les biens de la domination du mandat, puisqu'il s'agissait à l'époque d'installer un mandat sur le Liban et sur la Syrie, un mandat qui allait à l'encontre des promesses faites par les Français et par les Britanniques d'un royaume arabe unifié, indépendant, sous la présidence, sous la royauté d'un des fils du shérif Hussein de la Mecque. Et au lieu de ça, on avait des États arabes croupions dont nous assistons actuellement à l'effondrement près d'un siècle plus tard. Je terminerai ma démonstration par ce qui acheva
cette épopée républicaine et laïque en la confondant avec toute la brutalité de l'époque coloniale. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Sarail. L'affaire Sarail. Alors, la France va avoir beaucoup. Alors, S-A-2-R-I-L. Il y a beaucoup de rues, de places et de quais Sarail en France. J'en ai peut-être même une à Avignon, de là à Montpellier. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une conférence sur la Syrie à Montpellier. Et près de la place de la Comédie, il y a un boulevard Sarail. Et à un moment, il y a un monsieur d'origine syrienne qui me dit « Ça vous dit quelque chose, Sarail ?» Ça ne me disait pas grand-chose et il m'a éclairé. Et j'ai compris pourquoi c'était choquant pour un Syrien que l'affaire Sarail ne soit pas reconnue comme un épisode que nous devrions cacher plutôt que d'en faire un épisode glorieux de notre histoire. Alors de quoi s'agit ces États croupions confessionnels, État du Djebel Druze, État alawite, n'étaient pas reconnaissants aux Français pour autant de leur avoir octroyé l'autonomie. Et très vite, ils se sont révoltés contre les Français, et ils se sont révoltés contre les Français en prenant contact avec les nationalistes arabes de Faisal, du roi Faisal, notamment les gens de Damas, de Homs, de Hama, d'Alep. Et dès que ça allait mal dans les colonies ou dans les pays sous mandat français, ça ravivait l'opposition clérico-anticléricaux. Comme les gouverneurs Végan et Gouraud appartenaient au clan clérical, en France, on a tout de suite accusé l'incapacité des cléricaux à maintenir le mandat tel qu'il fallait, et on a accusé les cléricaux de ne pas savoir gérer la situation. Arrive le cartel des gauches, donc en 1924, et là, le cartel des gauches envoie l'un des siens qu'il présente comme celui qui va rétablir la situation selon des normes républicaines et laïques, puisqu'en l'espace de quelques jours, le Djebel Druze, c'est la grande révolte du Djebel Druze de 1925, avait échappé au pouvoir de la France. Et on se faisait fort dans le clan anticlérical de dire aux cléricaux, vous allez voir comment des républicains laïcs savent gérer une situation, ce que vous n'avez pas su faire. Et Sarail a donc été envoyé à Beyrouth en 1925 et il était présenté comme un héros, d'autant plus que l'état-major de l'armée française était présenté alors par les anticléricaux comme un repère de la réaction cléricale. C'était l'alliance du goupillon et de la calotte, comme on disait à l'époque. Et donc il y a eu en France tout un aspect idéologique qui devait mettre un terme à l'influence cléricale et établir la domination sur les réseaux congrégationnistes au Liban et en Syrie des réseaux cléricaux. Sarail arrive dans Djebel Druze et à ce moment-là, il fait face à une situation qu'il ne peut plus gérer. Il se fâche avec les maronites, il se fâche, ne connaissant pas le contexte, avec la plupart des intermédiaires et réseaux français, et la révolte devient nationale, syrienne, c'est-à-dire que de communautaire, la réseau gagne Damas, gagne Alep, gagne Homs, Hama, et même le Liban, le sud-Liban chiite, devient contre le mandat, partie prenante de cet immense mouvement qui gagne l'ensemble de la Syrie, dépassant les limites de ces États croupions. Et là, Sarail, voyant la situation lui échapper complètement, choisit la matière forte
Et là où les républicains avaient fait le procès de la brutalité des cléricaux pour prendre leur place, ils vont faire 4 fois mieux qu'eux, puisqu'en l'espace de quelques jours, il va y avoir l'équivalent, on estime à peu près à 100 000 victimes que les Français ont commis de crimes contre la population locale. Et Sarrail va être lâché par sa hiérarchie, il va être ramené en France, et ainsi s'achèvent mes 10 épisodes. Le monde arabe colonisé par la France l'a été par une entité républicaine et laïque qui, de façon systématique, a donné aux Arabes musulmans, majoritairement, un spectacle qui inversait les idéaux appliqués en France et qui explique pourquoi ces idéaux ne sont pas vus de la même façon par ceux-là même qui les ont subis. Voilà, je vous remercie.